Bonjour à tous et bienvenue dans le petit monde des séries. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane, bonjour et bienvenue dans Télésérie 7e épisode. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Oui, bien sûr. J'ai hâte qu'on ait un visiophone, tiens, pour voir sa tête à celui-là, parce que... Donne-moi le sommaire. La mission du jour, c'est parti. Votre premier contact opère à la télé depuis 1980, c'est Donald Belisario, il est très imaginatif, c'est le père de Magnum, Supercopter et Code Quantum. Impressionnante mais pas méchante, une bête vous présentera sa belle. Laurent Petit-Guillaume vous mettra en possession du dossier série préférée, et tout ceci dans une ambiance très familiale. Hop, c'est parti. Premier dossier consacré aujourd'hui à un grand, très grand monsieur de la télévision américaine. S'il y avait deux noms à citer, lorsqu'on parle de créateurs de séries des années 80, on citerait Steven Bochco et Donald Belisario. On parlera prochainement de Steven Bochco puisque M6 va bientôt diffuser Murder One. J'en déduis donc que nous allons parler de Donald Belisario, le papa de Magnum, de Supercopter et également de Code Quantum. Gagné un gros nounours de 60 ans qui ressemble un petit peu à Francis Ford Coppola et qui un jour, après 15 ans de comptabilité, décide de tenter sa chance à Hollywood. Portrait du maître. Il était une fois Donald Belisario, né à Charleroi en Pennsylvanie en 1935. Après 15 ans comme comptable à l'agence Bloom, il devient directeur d'une agence de pub télé. C'est là qu'il tente sa chance à Hollywood. Engagé par Universal, il écrit des scénarios pour Kojak, Quincy et Rockford Files avec James Garner. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis donc, salopard! Tu m'avais pas dit que ces gars étaient inoffensifs? Je vais être impitoyable. De mon côté, je faisais ça pour être gentil, alors pourquoi vous exprimez-vous avec autant de violence? Je ne comprends pas. Et on saute! C'est à 41 ans qu'il devient producteur superviseur de Tête Brûlée aux côtés de Stephen J. Cannell. Puis il rencontre un certain Tom Selleck. Leur première aventure, Gypsy Warriors, restera à l'étape de pilote, mais Belisario crée Magnum. Je pense que l'alchimie du personnage que j'ai écrit pour lui et la façon dont il l'a interprété était magique. Je ne pense pas que Magnum aurait pu être la série qu'elle est sans Tom Selleck, et que Tom Selleck ne serait pas devenu cette star sans Magnum. En 1982, les productions Belisario créent une série d'aventures se déroulant en 1938. Le héros, un pilote d'hydravion, Jack Cutter, ne quitte jamais son chien borgne, Jack. La série est inspirée du film Seuls les anges ont des ailes de Howard Hawks. Belisario adore les avions et les hélicos et ça se voit à tel point qu'en 1984, le héros de sa nouvelle série s'appelle Airwolf, Supercopter, et c'est un hélico. Je pilotais des avions avant de créer Magnum, mais je me suis mis à l'hélicoptère avec la série. Surtout parce que j'ai écrit le personnage de Terry. Et pendant le tournage, j'ai commencé à voler avec David Jones. On était ensemble dans la Navy en Corée, on se connaît donc depuis la fin des années 50. Donald Belisario adore jouer les guest stars. Magnum, Jack Cutter, un producteur, peut rester un grand enfant. Allons, viens ici. Allez on faisait pas de mal, on avait une petite discussion. Ah oui, et pendant ce temps-là, moi je le cherche partout. Ah bah, vous devez être son père, c'est ça? Ben, c'est ça, oui. Merci. C'est d'ailleurs en 1989 qu'il crée sa plus jolie machine pour s'amuser et remonter le temps. Je pense que vous devez faire ce que vous aimez. Et si vous essayez de faire quelque chose en fonction de l'audimat, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas deviner à l'avance comment réagira le public. Vous devez faire ce que vous aimez, un point c'est tout. 1992 sera l'année de son seul échec, Tequila et Bonetti, l'histoire d'un chien un peu bavard qui n'aura la langue pendue que pendant 13 épisodes. Depuis, la NBC diffuse aux États-Unis la nouvelle série de ce génie de la télé, ça s'appelle Jag. Jag, la toute nouvelle série de Belisario qu'on a découvert tout dernièrement outre-Atlantique. Jag pour Judge Advocate General, c'est l'histoire d'un juge qui enquête dans la marine, affaires en tout genre, terrorisme, et ça se passe sur un porte-avions, en grande partie sur un porte-avions. Il y a des avions, on vient de l'apprendre, Belisario adore ça. Oui, enfin c'est une série de garçons, ton Jag. Moi je voudrais parler d'une série qui parle d'amour. Oh ouais. Oui, bah tu rigoles, il s'agit d'une série qui parle un peu de nous deux, de notre histoire. Ah, un duo, peut-être Brock et Schnock, Nicolas et Pimpronel, ou encore Timide et sans complexe? Non Stéphane, il s'agit de La Belle et la Bête. Hein, La Belle et la Bête, je vois tu veux en venir, je vais finir par te mordre moi. La Belle et la Bête, une histoire
d'amour. Et ça tombe bien, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Je t'en prie. 54 épisodes, diffusés de 1987 à 1990 sur la chaîne CBS. C'est l'histoire d'une jeune avocate, Catherine Chandler, elle c'est la belle, qui se fait agresser un jour dans Central Park et recueillir par Vincent, la bête, un jeune homme défiguré qui lui fait découvrir son monde souterrain. C'est parti. Le récit de La Belle et la Bête est né en 1740 dans Les Jeunes Américaines et les Contes marins de Madame de Villeneuve. 2 siècles plus tard, ce conte, qui fait partie de la tradition populaire, connaît 7 adaptations avant une étrange série. Imaginez un royaume sous la ville, un monde de tunnels dont les gens ignorent l'existence. Un univers sombre, baroque, où il semble si facile de s'égarer sans la présence d'un guide. Vous êtes arrivé dans le royaume d'en bas. Ne craignez rien. Vous êtes en sécurité. Où suis-je? Personne ne vous fera de mal. Vous êtes en sécurité. Et le maître des lieux est un homme étrange au faciès de lion. Mon Dieu. Non. Catherine. Dans ce monde étrange, les habitants communiquent en tapotant sur les tuyaux. Les décors de La Belle et la Bête sont somptueux. Quel plaisir de déambuler dans la galerie des murmures, la chambre de l'abîme, la caverne de cristal ou encore la chambre des vents. J'ai vu votre monde. Je n'ai pas ma place ici. Je sais ce que je suis. Votre monde est habité par la peur. Et je rappelle aux hommes leur plus grande frayeur. Leur propre ignorance. Leur solitude. Mais la bête se réveille parfois, surtout pour défendre les faibles et les opprimés, et protéger son royaume d'un sombre alchimiste Paracelsus qui fera tout pour reconquérir les tunnels. Et lorsque Catherine est en danger, mes amis m'appellent Cathy, la bête ressent toutes ses émotions, ce fameux 6e sens hérité du monde animal. Et dans ces cas-là, mieux vaut faire copain-copain avec Vincent, parce que les grognements accompagnés de lacérations, ça fait très très mal. Ce qui ne ravit pas le personnage du père, créateur du royaume d'en bas, qui préférerait que la belle craque pour un autre homme. Au grand désarroi de Vincent. Un beau jour, quelqu'un viendra. Et vous connaîtrez une autre vie. Et je ne ferai plus partie de vos rêves. Je ne veux pas vous perdre. La Belle et la Bête, un amour impossible? Cette femme ne peut que t'apporter le malheur. Alors je serai malheureux. Mais non, après bien des aventures, Cathy et Vincent, comme dans le conte, finiront unis. Très jolie série, et à la fin de la première saison, ils finiront même par s'embrasser. Et il se transformera en prince charmant, comme dans le conte? Non, en revanche, au début de la 3e saison, au moment du départ de Linda Hamilton pour le tournage de Terminator 2, ils ont tourné juste un téléfilm de 90 minutes pour se dire adieu, et ils ont eu un petit bébé. Pour La Belle et la Bête sur Monte Carlo TMC tous les dimanches à 18h35. Après l'amour, les voitures. Les séries influencent de plus en plus les publicitaires. On a vu Citroën et son Zorro, et en ce moment on voit beaucoup la publicité pour la Peugeot 306. Alors le premier volet faisait référence à Amicalement Vôtre, et le deuxième également en clin d'œil à Starsky et Hutch. Oui, on va voir la pub Amicalement Vôtre dans quelques secondes, juste après celle de Starsky et Hutch avec la fameuse tomate rouge à bande blanche, la Ford Torino. Alors ce qu'il y a de marrant dans cette séquence, c'est que ça a été entièrement tourné à Los Angeles, dans quasiment les rues d'origine, que les voix sont celles d'origine, celles des doubleurs, Francis Lax et Jacques Balutin, et que le grand blond Benet qui joue Hutch, c'est en fait le fils de David Soul, le fils aîné, Christopher Soul. Regardez.
devrait toujours comparer sa voiture à une 306. Je crois qu'on s'est pas bien compris. On a l'air de quoi, là? On vous avait dit une 306, c'est pourtant pas compliqué. Une 306 bleue? Parce que là, le rouge et les bandes blanches, on passe pour des rigolos. Faut vraiment qu'on devienne méchant pour être compris? On devrait toujours comparer sa voiture à une 306. Paul Michael Glaser, le vrai Starsky de la série, est d'ailleurs annoncé jeudi soir pour le SIDAction, la fameuse soirée interchaîne pour la lutte contre le sida. Nostalgie maintenant avec la famille Addams. Quand la chaîne ABC apprend que sa rivale CBS s'apprête à sortir la série Les Monstres, elle décide d'adapter immédiatement les dessins de Charles Addams. Et c'est ainsi que la série, née en 1964, comportera 64 épisodes. Le public s'emballera tout de suite pour cette série si différente des sitcoms familiales des années 50. Une série produite par un certain Nat Perrin qui avait beaucoup travaillé, beaucoup écrit pour les Marx Brothers. Et puis du côté du casting, on découvrait entre autres un certain Ted Cassidy, un grand gaillard d'au moins 2 mètres qui jouait le rôle du fameux maître d'hôtel aux allures de Frankenstein. Et Ted Cassidy avait 2 rôles dans cette série puisqu'il interprétait également la chose, la fameuse main baladeuse. La famille Addams fait littéralement un pied de nez à la normalité, au politiquement correct. Alors réjouissons-nous, direction le 0001 chemin du cimetière. Attention de ne pas marcher sur la peau d'ours qui grogne. Voici une famille formidable. Bienvenue chez les Addams. Avant même d'être un film, avant même d'être une série, la famille Addams vivait sa lugubre vie dans les pages de The New Yorker. Attention à l'ours. Elle a un certain charme côté décor, cette maison. Attention à l'ours, on vous a déjà dit. Le dessinateur Charles Addams, fasciné par le macabre et le sinistre, croque à partir de 1937 une galerie de personnages plus monstrueux les uns que les autres. Oh, ça c'était un copain de papa, un monsieur très gentil. On n'en doute pas. La chaîne NBC contacte donc Charles Addams pour qu'il adapte ses personnages à la télévision. Il transpose son univers de cinglé des pages du journal au petit écran. Tiens, j'ai fini de la réparer. Mon frère est drôlement bricoleur. Il aurait pu s'appeler MacGyver, mais non, c'est Pugsley et sa petite sœur Mercredi. Et puis il y a Morticia et Gomez. Quoi de mon minou? Je ne savais pas qu'Homer avait perdu un bras. Ainsi que l'oncle Fester et Mamie. Non, merci, non. On l'a pourtant fait spécialement pour vous. Non, je sais. Il faut absolument que vous goûtiez l'épicerie. Une vieille recette de famille. J'aime bien les chauves-souris, mais j'ai un petit faible pour les lézards. Et puis il ne faut surtout pas oublier la chose. Ah oui, forcément, ça surprend. Et puis il y a le majordome, Lurch. Très pratique lui aussi. L'esprit du créateur, la présence de réalisateurs comme Arthur Hiller, de comédiens comme Jackie Coogan, le Kid de Chaplin, contribue à rendre l'univers complètement loufoque et décalé du dessinateur de presse. Charles Addams connaissait bien ses créatures, car comme elle, il adorait se balader dans les cimetières, collectionnait les instruments de torture et discutait régulièrement avec les pensionnaires d'asile de fous. Il se déclarait proche psychologiquement de l'oncle Fester, un garçon très éclairé, et pour lui, Morticia incarnait l'idéal féminin. Les épines sont bien plus longues cette année, tu as vu? C'est magnifique. Charles Addams a ravi les lecteurs du New Yorker pendant 30 ans. La télé, le ciné ont ensuite pris le relais. Décidément, la famille Addams est immortelle. La famille Addams, bonne nouvelle bientôt sur Série Club. Dans cette série, si Gomez embrasse avec fougue le bras de sa chère et tendre, lorsqu'elle emploie quelques mots en espagnol, dans la version originale, c'était en français. La joie de vivre des Addams et leur profond sens de l'hospitalidad a rendu la série très populaire dès sa première diffusion, un peu comme Julio Iglesias. Julio Iglesias. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger. Pas mal, non? Et pourtant, pouf, en 1966, la série s'arrête sans explication de la chaîne et pas d'épisode de fin. Mais en 1972, les Addams font réapparition dans le dessin animé Scooby-Doo avant d'avoir leur propre dessin animé pendant 37 épisodes. Tout à fait. 1977, nouvelle étape, un téléfilm avec tous les acteurs réunis, sauf la mamie, un peu malade. Et enfin, en 1992, le cinéma rend hommage à ces affreux. Souvenez-vous, le long métrage La famille Addams. Ta-da-da-da.
Darling. Oh, yes. Yes, completely. May I have the salt? What do we say? Now. Children, put down that antenna. I'm blinded by such beauty. How can I compete? You're twice the woman I am. Look, a new chapter. Don't torture yourself, Gomez. That's my job. Raúl Julia et Gomez et Angelica Houston Morticia, le succès du film a été tel que les producteurs en ont fait une suite. C'était Les Valeurs de la famille Addams en 1993. Et puis en attendant, peut-être un troisième film. Peut-être, mais en tous les cas, une chose est sûre, ce sera sans Raúl Julia, malheureusement décédé l'an passé. Bon, maman, t'enchaînes. Demain, c'est dimanche et ça va être ta fête. Demain, c'est la fête des mères et des mamans dans les séries. Valérie Abécassis en a rencontré quelques-unes. Bonne fête, maman. Les feuilletons télé ne seraient rien sans les mamans. Je vous aime toutes. Et les mamans, surtout de moins de 50 ans, le leur rendent bien. Salut. Bon, très bien. Tu n'es pas obligé de venir avec moi acheter tes sous-vêtements, mais alors il faut que je vérifie ta taille. Non, t'es folle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà vu tes culottes. Arrête, maman, mais arrête. Pourtant, s'il y a des milliards de mamans sur Terre, il n'y a que 3 façons d'être maman à la télévision. La première, c'est la maman douce. Elle appartient à un passé lointain. Un passé où elle n'est jamais maquillée, jamais en colère, jamais fatiguée. Elle comprend tout et bien sûr, pardonne tout. Oh non. Du coup, son mari l'aime énormément. D'habitude, les garçons aiment bien chasser un peu. Alors, laisse-le donc un peu attendre. T'inquiète pas. Bonsoir, ma chérie. Et elle aime énormément ses enfants. Dans les années 70, la maman douce reste dans sa cuisine. Bonjour, maestro. Oh, c'est toi, Marge. Entre. Voilà. Parce qu'il y a le confort moderne. Oh, magnifique. Attention, tu mets les pieds. Mais à bien y regarder, la maman douce a commencé à réaliser qu'elle avait peut-être mieux à faire que de nourrir les siens. Est-ce que vous voulez les retourner? Moi, de ma vie, je n'ai jamais touché à un ustensile de cuisine. C'est amusant de cuisiner. Ouais. Bonjour les enfants. Vous ne trouvez pas que c'est une belle journée? Nous arrivons à la deuxième catégorie de mamans à la télévision, les mamans modernes. Carole. Oh, tu es encore en train de ronfler. T'es gentil, moi aussi je t'adore. Elles sont libres et totalement désinhibées. Maman, je vais essayer de prendre des gants avec toi afin de ne pas trop te vexer. Je t'aime beaucoup, maman, mais parfois tu es vraiment gonflante. Et très aimée, bien sûr. Albert, je vous ai préparé vos côtelettes préférées. Est-ce que les côtelettes ne sont pas censées être juteuses? Mais franchement, si c'est ça qui reste de la révolution féminine, autant ficher le camp. Que je fiche le camp? Oui. Ben oui, être une mère moderne, c'est vraiment trop dur. Sinon, il reste la troisième catégorie. Non, mon fils, non, pas sur les sièges arrière, ici même. Allons, ne reste pas les yeux écarquillés, la bouche ouverte, dis-moi bonjour. Bonjour, maman. C'est la catégorie Freud, option Woody Allen, la maman omniprésente qu'on a réussi à gicler du champ. Quelle ingratitude! Des news spéciales adaptation cinématographique de séries. La sorcière, notre sorcière bien-aimée pourrait bien pointer le bout de son nez du côté des grands écrans. On parle de reformer le tandem de Quand Harry rencontre Sally, Meg Ryan et Billy Crystal pour interpréter Samantha et Jean-Pierre. On sait déjà que Nicole Kidman va devenir Madame Pell dans l'adaptation de Chapeau melon et bottes de cuir. Et bien sachez que son mari vient de prendre une double revanche. En effet, Tom Cruise vient d'interpréter Mission Impossible. Il vient également de mettre une forte option sur le rôle de James West dans l'adaptation des Mystères de l'Ouest produite par la Warner.
Le Zorro, produit, lui, par Steven Spielberg, sera interprété par Antonio Banderas. Le film sera réalisé par Roberto Rodriguez, le fameux tandem du film Desperado. Et on attend toujours l'adaptation du Prisonnier, réécrit par Patrick McGowan et interprété par Mel Gibson. Oui, le père McGowan qui commence un petit peu à traîner. Bon, Karine, côté vidéo, t'as quoi en magasin? Ben, on change de genre complètement avec La Demoiselle d'Avignon, une série française de 1972 qui comporte 13 épisodes, écrite par Frédéric Hébrard et donc forcément interprétée par son mari Louis Vell et également la belle Marthe Keller. Ah oui. Oh. Dans le rôle de la princesse Koba. Sous les yeux du chasseur ébloui, dans la lumière du soleil déclinant, la biche prit la forme d'une longue jeune fille qui se tenait debout entre les oliviers. Un instant saisi de stupeur, il lui dit « Ô toi que j'ai poursuivi si farouchement que mon cœur en bat encore, es-tu mortelle? Es-tu déesse ?» Je suis mortelle, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je débarque. Je viens en France pour un an. Je suis au père. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Et vous, où allez-vous? Je me suis fait nommer en Curlande. Non. Si. Ik tot ambassadeur de France am Curlande. C'est ici que tout commence, mes seigneurs. Hola, Adélaïde. Sa Majesté a sauté? C'est exact, Excellence. Mais que dois-je faire? Ce qui plaira à votre Excellence. Vive la France! Et la preuve, c'est que je suis revenu à Paris et que j'y reste. C'est vrai? Oui. Oh, tant mieux. Si mon corps continue à battre comme ça, il va me faire écrouler. T'inquiète pas, tu es dans mes bras. Et nous serons plus jamais séparés. Plus jamais. Elle lui a donné son cœur. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je donne la bénédiction. Pipel sapek, ik volek. Cette semaine, l'invité de télésérie, c'est un fan de science-fiction, de fantastique, de paranormal, de phénomènes inexpliqués, un super bonhomme. Oui, j'en ai trouvé un autre. Animateur de télévision, de radio. Non. Comédien. Il s'agit de Laurent Petit-Guillaume. C'est X-Files. Na 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 na. C'est pas une série, hein, c'est des documents, c'est la vérité vraie, non? Ah non? Ah mince. Oui, moi j'y crois. Enfin, je fais tout pour y croire. Alors là, ça me conforte dans mon idée que ça existe et qu'il y a des dossiers secrets enfouis dans des endroits comme ça aux États-Unis où seuls Mulder et Scully peuvent avoir accès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? N'en sais rien. Mais si c'est vrai, ce gars est un véritable aphrodisiaque. C'est une sex-machine ambulante. Lui ou elle? Nous avons des victimes des deux sexes, plus la femme et ensuite l'homme qui ont été vus par cette caméra. Je sais, et c'est un mystère. On n'a pas le kit habituel, le format habituel du mec ultra baraqué. À l'avenir, on sera tous comme lui. Vous imaginez une vie entière avec un physique aussi insipide? C'est pourquoi il revient à des monstres volontaires dans mon genre, celui de l'énigme, de rafraîchir les mémoires. Que voulez-vous faire savoir? Que la nature abhorre la normalité. Elle ne reste jamais longtemps sans inventer un mutant. Ça tient à quoi? Je ne sais pas. J'ignore aussi, c'est un mystère. Parfois, les mystères sont faits pour ne pas être résolus. Et de l'inspectrice ou de l'inspecteur plutôt en jupon, qui a tout sauf le physique de l'inspecteur en jupon. Et finalement, cette fille comme ça, avec un physique un peu ingrat, mais maintenant plus ça va, plus je la trouve super sexy, très belle et passionnante. Alors d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'elle est célibataire? Marty est différent. Nous sommes tous différents.
Oui, puis alors je voulais dire, c'est très important que j'étais un très très grand fan de Twin Peaks. J'ai toutes les cassettes, j'ai tous les épisodes, j'ai le kit, j'ai les bouquins de cuisine et tout sur Twin Peaks. Et je voudrais que ça revienne, s'il vous plaît. Surtout que Fox Mulder a joué un petit rôle dans Twin Peaks. Alors c'est pour ça que j'aime bien quand même un petit peu les X-Files. Et que j'ai aussi le kit, hein. J'ai pas le t-shirt encore d'ailleurs à ce propos, mais j'ai le disque et tout, j'ai tout, hein. Je vous le prouve. Laurent Petit-Guillaume joue jusqu'au 8 juin dans une pièce qui s'appelle Molière malgré lui au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris dans le 14e arrondissement. Et Laurent nous parlait d'X-Files aux frontières du réel. Vous êtes nombreux à nous écrire pour avoir les adresses, tout ça. Sachez tout d'abord que le tournage de la 4e saison va bientôt démarrer. Ce sera le 15 juillet que Télésérie ira bien sûr à Vancouver. Et pour ce qui est des adresses, des photos dédicacées, les adresses perso, désolé, on ne peut pas. Hein. L'adresse de Gillian, je la conserve. Karine garde celle de David et David, Gillian, des amis. En revanche, vous pouvez tout à fait leur écrire du côté du studio d'X-Files, X-Files, North Shore Studio, 555 Brooksbank Avenue, c'est marqué dessus, voilà. À Vancouver, au Canada. Et puis n'hésitez pas aussi à nous écrire à Télésérie, même si on met un petit peu de temps à vous répondre, mais parce qu'on a beaucoup de courriers. Alors c'est Télésérie, CEDEX 24 81 99 248 Paris Concours. En attendant samedi prochain, passez une excellente semaine. À bientôt. Au revoir. Salut, bye bye.